Une nouvelle émission de l'Institut des Libertés. Première chose qu'il faut vous dire, c'est nous rapprochons des 100 000 fatidiques, vous savez, où on va peut-être commencer à gagner suffisamment d'argent pour investir et faire de cette chaîne quelque chose encore plus intéressant. Donc, continuez à vous inscrire, c'est très important. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Le Gallou. Alors, Jean-Yves Le Gallou m'a toujours intéressé parce que c'est un homme qui a été dans la bataille des idées, dans la bataille politique, et qui, dans le fond, n'est pas parmi ceux qui ont fait des compromis. Est-ce que vous pensiez, quand vous étiez jeune, que vous avez continué un petit peu sur les mêmes idées Vous n'avez pas commencé à l'extrême gauche pour terminer à l'extrême droite Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez toujours été dans la même ligne. Oui, si vous voulez, je suis parti du centre en 1968, c'est-à-dire en avril 68, j'étais un gentil garçon, modéré et centriste. Il y a eu les événements de mai 68 et je me suis retrouvé, sans le faire exprès, à l'extrême droite, si je puis dire, terme que je n'ai jamais admis, mais qui m'a été généreusement accolé par les professionnels de la diabolisation. Voilà, donc on va parler de la diabolisation, du fait que on ne peut plus rien dire, qu'il faut se méfier. Je voudrais, dans le fond, que vous m'expliquiez ce qui se passe dans le domaine des idées, parce que la France est un pays où il y a toujours eu des batailles d'idées violentes. Mais dans les années 20, dans les années 50, dans les années 70, on se tapait allègrement sur la figure, mais on ne vous empêchait pas de parler. Tandis que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui ont le monopole du micro ont une seule ambition, c'est d'empêcher de parler ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors, quelle est leur justification? Parce qu'il ne peut pas y en avoir. Leur justification, c'est qu'ils s'assimilent, ceux qui tiennent effectivement les micros, le pouvoir médiatique, on peut dire, ils s'assimilent au camp du bien. Et donc, pour eux, il est normal de débattre à l'intérieur du camp du bien, c'est-à-dire des gens qui globalement pensent la même chose sur le mondialisme, sur l'immigration, sur la déconstruction des valeurs traditionnelles. Donc ça, c'est le camp du bien. Donc ils peuvent débattre entre eux, ils peuvent même être à 4 ou 5 pour défendre la même position. Par contre, ceux qui pensent autrement qu'eux, ceux qui pensent de manière politiquement incorrecte, c'est le camp du mal. Et tout de même, on ne va pas donner la parole au camp du mal. Et donc, on censure, et pour censurer, comment on fait? On commence par diaboliser ceux qui pensent autrement, et une fois qu'on les a diabolisés, on peut dire c'est pas possible de les inviter, et on ne les invite plus. Et donc on a le ronron des grands médias publics, et aussi malheureusement des grands médias des oligarques privés. C'est un ronron dans lequel il est très difficile de sortir. Et évidemment, la diabolisation a une double fonction. Elle a la fonction d'interdire à celui qui est diabolisé de parler, et elle a aussi pour fonction, c'est au moins aussi important, de dire à ceux qui ne sont pas diabolisés ou pas encore diabolisés, faites attention. Si vous sortez des clous, si vous débordez en dehors des canaux autorisés, alors vous serez diabolisés et vous disparaîtrez. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Il disait qu'en Russie, la raison pour laquelle tout le monde était forcé de tenir le même discours, donc là aussi parce qu'il y avait le camp du bien et le camp du mal aussi, c'est quelque chose de totalitaire comme façon de réfléchir. C'était parce que dès que quelqu'un se mettait à parler de façon différente, on le repérait immédiatement, il pouvait être envoyé dans un camp tout de suite, quoi. Donc c'est toujours le même principe. Ils entendent contrôler ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire le langage qu'on adresse aux idiotes, le peuple. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc tous ces braves gens sont en train d'essayer de contrôler les mots que nous utilisons. Oui. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Alors, nous avons fait à Polémia à plusieurs reprises un dictionnaire de novlangue. Et où on analysait effectivement la novlangue. La novlangue, c'est un terme qui a été créé par Orwell dans sa fiction sur 1984. Alors, la novlangue... Vous savez que ça venait parce qu'il c'était 48. C'était le moment... 84, il avait inversé les deux derniers chiffres. Mais c'est largement dépassé, d'ailleurs. C'est largement 84. Dépassé. Et la novlangue, il y a plusieurs choses. Il y a les mots interdits. Il y a les mots dont on change le sens.
Et il y a les mots qu'on crée à des fins, effectivement, de diabolisation ou d'interdiction. Voilà. Ou de bourrage de crâne. Par exemple, on va vous dire la transphobie, pour les gens qui considéreront que le fait d'être transsexuel est quelque chose d'un peu atypique, voire anormal, on va dire c'est des transphobes. C'est un mot qui n'existait pas il y a 5 ans. De même, les gens qui vont critiquer l'islam vont être qualifiés d'islamophobes. Mais critiquer l'islam, ça fait partie des libertés fondamentales, comme de l'approuver éventuellement. Mais on a créé le vocabulaire diabolisant, avec derrière le vocabulaire diabolisant l'interdit de s'exprimer, voire les poursuites judiciaires. Mais dans une démocratie normale, il est tout à fait possible d'attaquer une religion. Parce que si je me souviens bien, la religion catholique a été quelque peu attaquée au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe par le pouvoir politique en place en France. Et tout le monde trouvait ça normal, quoi. Enfin, dire qu'une religion est ou n'est pas bien, ça fait partie de... c'est un peu comme une idéologie. Vous avez le droit de critiquer une idéologie, vous avez le droit de critiquer une religion. Mais là, vous voyez, on a créé, pour interdire spécifiquement la critique de l'islam, on a créé le terme d'islamophobie. Voilà. Et regardez d'ailleurs, le maire de Trappes veut poursuivre le professeur de philosophie Didier Lemaire, par ailleurs menacé de mort, pour islamophobie. Et donc la création de vocabulaire diabolisant a des conséquences non seulement sur l'interdit d'expression, mais ensuite sur les poursuites judiciaires éventuelles. Et c'est là où la Constitution américaine est quand même bien faite dès le départ, c'est que le premier amendement de la Constitution américaine, c'est de dire le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté d'expression. Donc tout ça, ça n'est possible qu'à cause de toutes ces lois mémorielles que nous avons. Oui, alors c'est possible à cause des lois liberticides que nous avons, qui sont effectivement les lois mémorielles, et avant même les lois mémorielles, la loi Pleven de 1972, qui condamne l'incitation à la haine ou à la discrimination. La haine, c'est quelque chose de très flou, à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle. Il y a 25 incriminations, donc j'en passe. J'ai longtemps cru que nous étions protégés par l'amendement à la Constitution des États-Unis. Ce n'est plus tout à fait le cas, y compris aux États-Unis, puisqu'il y a ce qu'on appelle la cancel culture qui règne dans les universités et qui interdit à certains professeurs de fait de s'exprimer. Et on a vu que les GAFA, en l'occurrence Facebook et plus particulièrement Twitter, ont censuré le président des États-Unis et ses 75 millions de comptes, ce qui est quasiment un coup d'État. Le coup d'État, c'est pas le fait qu'il y ait eu 300 personnes qui soient rentrées dans la colline du Capitole, qui soient rentrées dans au Congrès des États-Unis. C'est le fait qu'un patron de réseau social, en l'occurrence Twitter, a décidé qu'il pouvait décider de couper le micro, le robinet, à un homme qui était le président des États-Unis, qui ne l'est plus, mais qui a quand même recueilli 75 millions d'électeurs. Eh bien, on voit là qu'on a assisté à un basculement de régime politique. Pour l'instant, parce que vous avez ces GAFA, qui sont des espèces de monstres qui ont pris le contrôle des réseaux sociaux, mais quelque part, leur technologie n'est pas tellement compliquée. Et comme il y a beaucoup d'argent dans le Parti républicain, ils vont créer des GAFA concurrentiels. C'est pas tellement difficile à faire. Et donc, le danger qu'on a, c'est que si vous irez prendre vos informations dans le GAFA de droite, le type de gauche ira prendre ses informations dans le GAFA de gauche, et finalement, on peut plus se parler. Puisqu'il n'y a plus un seul endroit. Moi, ce qui me surprend le plus dans la période actuelle, mais de très loin, c'est quand j'étais jeune, il y avait les faits, et puis ensuite on discutait des faits pour savoir. Aujourd'hui, il y a des faits de gauche et des faits de droite. Et donc, ça devient très difficile de discuter avec les gens, parce qu'il y a des faits que vous n'avez pas le droit d'évoquer dans la discussion, quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas d'autres bord. Et donc, on arrive dans un monde magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus
la base de l'Occident, c'était la discussion socratique. On essayait de se mettre d'accord sur les faits, puis ensuite on essayait de se rapprocher de la vérité, lequel était la cause, lequel était la conséquence, etc. Aujourd'hui, tout ça disparaît, donc vous avez une explication du monde, un logos de gauche, une explication du monde, un logos de droite, et du coup, c'est le chaos total. On n'est plus dans le même pays. Non, non. Vous avez une explication de ce qui se passe en France, qui est tenue par des gens raisonnables, à droite, puis une explication du monde de ce qui se passe en France, qui est tenue par des gens de gauche. Mais vous vous dites, mais il ne peut pas y avoir deux explications en même temps. Si, enfin, je sais pas. Dans la pensée européenne traditionnelle, ne peut être dit vrai que ce qui peut être librement confronté à l'opinion adverse. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que disait Karl Popper. Enfin. Voilà. Si on peut confronter, après, eh bien, on se fait une opinion. Or, aujourd'hui, il y a une prétention des médias dominants et des GAFA qui sont alliés à définir, à dénoncer ce qu'ils appellent les fake news, les fausses nouvelles, ce qui suppose qu'eux-mêmes détiennent la vérité, puisque le monopole ça de leur ce que permet le fait. de dire ça. C'est un fait. C'est faux. Oui, ou Voilà. ça n'est pas un fait. J'ai récemment été censuré sur l'émission Immédiat, sur TV Liberté, par Google, par YouTube précisément, pour, je cite, information médicale incorrecte. Qu'est-ce qu'était cette information médicale incorrecte? On n'avait pas parlé de vaccins, ni pour, ni contre, ni pour parler de leur approvisionnement ou pas, on n'avait pas parlé du sujet. On n'avait pas parlé des traitements éventuels du Covid-19, on n'avait même pas parlé de l'efficacité ou non des mesures de prévention. On avait dit qu'il y a une distorsion entre la manière dont les médias français présentent le développement de l'épidémie, dont la manière dont les médias français affolent l'opinion. Il y a une distorsion par rapport aux statistiques qui plus est officielles, qu'on peut toujours discuter parce que certaines sont discutables, mais par rapport aux statistiques officielles, il y a une distorsion entre un discours d'affolement et des statistiques qui montrent plutôt une épidémie qui est sur un plateau descendant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas remonter d'ailleurs, mais voilà. Donc vous êtes en train de dire, parce que vous venez de dire ça à nouveau, cette émission va être censurée aussi ? J'espère que non, parce que c'est pas le but de cœur parler de l'émission, c'est pas le but. Mais si vous voulez censurer, censurez. Censurer, messieurs les censeurs, bonsoir, comme disait ce brave Maurice Clavel. Mais parce que c'est intéressant parce que, par exemple, vient de sortir, puisqu'on est sur le sujet, vient de sortir les statistiques de l'INSEE pour la mortalité dans l'année dernière, je crois. Et l'INSEE a montré que, dans le fond, on ne peut pas repérer une augmentation statistique du nombre de morts pour les moins de 75 ans. Oui, absolument. Et donc, quelque part, cette épidémie n'a touché que le plus de 75 ans, qu'il y avait 84 ou 85 ans d'âge médian de la mort. Bon. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il aurait mieux valu faire que ce qu'ils ont fait en Suède, c'est-à-dire dire aux vieux, vous restez bien tranquille chez vous, vous essayez de voir le moins possible vos petits-enfants ou avec une glace entre vous, et puis les autres, des merdes zizi, je crois. Absolument. Et même pour les plus âgés, vous choisissez de continuer à avoir votre famille avec un certain risque, vous choisissez de vous isoler. C'est votre liberté. C'est votre liberté. C'est votre liberté, comment vous voyez votre vie. Parce que si vous ne voyez pas vos petits-enfants pendant 2 ans et que vous avez un certain âge, vous mourrez d'ennui. Oui, exactement. Et de désespoir. Alors, d'où ça vient? Parce que cette espèce c'est une vieille tentation de l'Occident qui est d'excommunier, de les ridiculiser, de couper les vivres, d'empêcher le gars d'enseigner. Vous voyez, on a vu ça souvent dans notre histoire. Mais ça n'a jamais été, Savonarole ou n'importe qui, mais ça n'a jamais été des moments particulièrement glorieux de l'histoire intellectuelle. Et alors, donc, pourquoi ces gens qui se réclament d'être des intellectuels font-ils quelque chose dont ils savent que ça a toujours été un désastre dans l'histoire? Ils n'ont pas de culture historique? Alors, il y a sûrement une absence de culture historique. Il y a aussi la nécessité d'imposer à l'opinion, d'imposer au peuple,
ce qu'il n'est pas naturel d'accepter. Je pense qu'il n'était pas naturel d'accepter des délocalisations massives de notre industrie. Je pense qu'il n'est pas naturel d'accepter une immigration massive qui transforme progressivement, qui remplace progressivement la population d'origine. Je pense qu'il n'est pas naturel d'accepter l'islamisation, le financement des mosquées. Tout ça n'est pas naturel, n'est pas spontanément accepté. Et donc, à partir du moment où ça n'est pas spontanément accepté, il faut empêcher l'organisation de l'opposition à ce qui n'est pas naturellement accepté. Et comment mieux le faire qu'en discréditant les gens qui portent les opinions dissidentes. Oui, vous êtes en train de... D'ailleurs, vous savez, les opinions dissidentes, comment les soviétiques, parce qu'on se réfère quand même souvent à ce modèle-là, comment les soviétiques appelaient les dissidents, ils les qualifiaient de hooligans. Ou ils les envoyaient dans les asiles psychiatriques. Ou ils les envoyaient dans les asiles psychiatriques, et vous voyez très bien que régulièrement, d'ailleurs, dans le débat, le camp du bien a tendance à dire « ils sont fous ». Ils sont fous. Les complotistes sont fous. Oui, mais ça me laisse quand même un léger sentiment d'amertume, parce que pendant très longtemps, la gauche s'est présentée comme le défenseur de la liberté d'expression. Or, je crois que tous ces gens-là sont plutôt à gauche, non? Oui, mais... qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils deviennent, eux, qui avaient toujours défendu « il est interdit d'interdire », vous savez, pourquoi d'un seul coup se croient-ils autorisés à interdire? Si vous voulez, ils ont changé. Alors là, il faut remonter. Un des actes fondateurs, c'est la loi de 1972, la loi Pleven, qui remet en cause fondamentalement la grande loi sur la liberté de la presse de 1881, et qui ensuite va se trouver déclinée sous des formes différentes, mais assez proches, dans tous les pays européens. Et qu'est-ce que la loi de 1972 dit? Elle dit, effectivement, on l'a dit, que la citation à la haine ou la discrimination, alors après, comment on définit ça, est un délit. À partir de ce moment-là, vous avez des gens qui vous disent le racisme, et le racisme, ça peut être de critiquer l'immigration, de critiquer l'islamisation. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, à partir du moment où vous dites l'opinion adverse, vous qualifiez l'opinion adverse de délit, il est assez légitime de l'interdire. C'est peut-être un délit, c'est ce qu'on appelle un délit d'opinion. Mais à partir du moment où un pays a un délit d'opinion, ce n'est plus tout à fait un pays de liberté. Alors on va vous dire, oui, mais ce sont des opinions odieuses. Ça dépend du point de vue, parce que honnêtement, ni M. Staline hier, ni M. Kim Jong-un aujourd'hui, ils ne poursuivent pas, ils ne persécutent pas les gens dont ils pensent qu'ils ont des opinions sympathiques. C'est toujours les opinions qu'on juge odieuses, qu'on persécute et qu'on condamne. Donc dire ce sont des opinions odieuses ou ces opinions-là ne sont pas des opinions mais sont des délits, c'est évidemment une marque de pensée totalitaire. Totalitaire. Et ça nous ramène à une très vieille histoire, c'est que, je crois que c'était Abélard, qui devait vivre au début du XIIIe, ou je ne sais plus très bien, mais il y a longtemps, qui avait fait faire un progrès gigantesque aux sociétés européennes, en disant tout ce qui relève du crime doit être puni par l'État, mais tout ce qui relève du péché relève de l'inconscience. Oui. Et quand vous dites un délit d'opinion, ça relève du péché. C'est pas un crime. Absolument. Je sais pas, mais quand j'étais enfant, j'allais souvent en vacances dans un tout petit village qui était entre Nîmes et Montpellier. Si vous voulez, on était extraordinairement raciste vis-à-vis du tout petit village qui était à 3 km. C'était quand même des types qu'il fallait pas voir, et donc ça fait partie d'enfants détester le village d'à côté. C'est là-dessus que se sont faits tous les matchs de foot et tous les matchs de rugby entre. C'était toujours assez sportif, quoi. Donc cette idée de refuser, non pas la haine, mais un désir de montrer qu'on est supérieur, ce qui n'est pas méchant, c'est. Non. Et puis si vous voulez criminaliser la haine, c'est un sentiment. Alors on peut dire que c'est pas un beau sentiment, c'est un mauvais sentiment. Peut-être, mais c'est un sentiment. Le mépris, c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment. Est-ce qu'il faut faire rentrer les sentiments
dans le cadre de la loi. Et ensuite, comment par exemple, j'ai tout à fait le droit de haïr les nazis, non? Sans doute, oui. Oui, sans doute. Oui, oui. mais alors, c'est une incitation. Même vous pouvez inciter à la haine contre eux. Ça ne doit pas être un problème, mais ça peut le devenir un jour. Puisque, encore une fois, quand la loi Pleven a été créée, il y avait quelques incriminations. Et aujourd'hui, il y en a 25. Il y en a tous les jours des nouvelles veines. Il y a toujours des nouvelles veines. Vous savez que personnellement, je combats pour ajouter une incrimination supplémentaire pour pouvoir punir les chauvophobes, c'est-à-dire les gens qui tiennent des propos pénalisants vis-à-vis des chauves. Je crois qu'il faudra aussi les poursuivre. On peut aller très loin. J'ai un intérêt particulier à agir, bien entendu. Après, si vous voulez, je créerai une association de lutte contre la chauvophobie. Je demanderai des subventions. Vous attaquerez en justice. J'attaquerai en justice. Vous toucherez grassement. Je toucherai grassement et je ferai de beaux voyages. Vous voyez, le plan est tout fait. Et vous pourriez exporter ça vers les autres pays. Et par exemple, oui. Et ce que je vous raconte là, de manière que je veux plaisante ou humoristique, à tort ou à raison, eh bien, si vous voulez, les gens de la LICRA font ça depuis un demi-siècle, par exemple. Et c'est d'ailleurs une déviation de la loi que des gens du secteur privé, allez, puissent se servir de la justice pour toucher des amendes à leur profit. Oui. Et alors ça me paraît tout à fait extraordinaire. L'amende va au profit du gouvernement, pas au profit. Oui. Mais là, ils obtiennent ce qu'ils appellent des dommages et intérêts, et donc ils en vivent. C'est un business, si vous voulez. Il y a un business de l'antiracisme, il y a un business de l'immigration, il y a une économie de l'immigration, il y a une économie de l'antiracisme, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui vivent de ça, soit du fruit des procès, soit des subventions qui... Mais ça, c'est un jeu à somme nulle, je veux dire. Cet argent, ça crée pas de la richesse. Ça prend de la richesse à quelqu'un d'autre qui l'a créé. Ça en donne à certains. Oui, non, mais c'est un transfert. C'est un transfert, c'est pas une création de richesse nouvelle. Non, c'est pas une création de richesse nouvelle, mais... c'est juste... Ça prend aux contribuables, puisque le contribuable paye beaucoup. Le contribuable, il peut bien ou mal penser, mais enfin, il paye, et ça prend aussi à ceux qui sont attaqués. Et alors, ce qui est tout à fait pervers, c'est que dans la loi de départ, il était prévu qu'une association pouvait porter plainte, et maintenant, vous avez eu Renaud Camus a été poursuivi pour un tweet. Il était poursuivi par 10 associations. Bon, il n'a pas été condamné. Heureusement, 5 ou 10 associations. Il n'a pas été condamné. Il y avait quoi dans ce tweet? Il y avait dans ce tweet le fait que si on distribuait des préservatifs en Afrique, on diminuerait la population et donc le réchauffement climatique, et que ce serait bon pour la banquise. Le propos peut être... tout à fait... il se voulait drôle. Il se voulait drôle, voilà. En tout cas, il rapprochait, ce qui n'est pas forcément faux, la surpopulation des problèmes d'environnement, voire de réchauffement climatique. Bon, il se trouve que les tribunaux ont considéré qu'ils ne pouvaient pas condamner ça quand même, parce que c'était allé trop loin. Mais par contre, il avait... je crois, 5 ou 6 associations parties civiles qui auraient touché s'il avait été condamné. Alors ça me fait penser à quelque chose. Dans le temps, j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais un peu plus jeune, parce que je trouvais que le cinéma c'était intéressant. Maintenant, ça m'ennuie de façon profonde. Mais il y a 20 ans, 30 ans, il y avait des films qui sont sortis, comme OSS 117 à Rio, où y a-t-il un pilote dans l'avion, vous savez, des trucs comme ça, où il y avait des vannes qui étaient lancées, mais qui ne pourraient pas passer aujourd'hui. Ah non. Mais aujourd'hui... Tous les humoristes, même des années 80, que ce soit Desforges, que ce soit Coluche ou autre, ils seraient condamnés... à tous les coups. Tous les coups, ils seraient condamnés aujourd'hui. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'humoristes, parce que si vous ne pouvez pas vous moquer... le fou du roi, il se moquait du roi, il se moquait du pouvoir. Et aujourd'hui, on veut interdire aux humoristes de se moquer du pouvoir, de se moquer... des idées dominantes. Ça devient un métier très difficile à faire. Oui, parce que donc, dans quelque part, on se retrouve dans une société où l'ennui règne.
On peut plus avoir un grand éclat de rire. Rire est dangereux. Rire est dangereux. Rire est dangereux. Mais c'est un peu triste, non? Ben oui. C'est un peu triste. Vous savez, au 1617, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire, mais enfin, c'était affreux. Vous connaissez la grande tirade dans le Marchand de Venise de Shylock qui dit mais comme notre sang quand il coule n'est-il pas rouge? Vous savez, c'est pour expliquer que les Juifs sont des gens comme les autres, quoi. Et là, il y avait un type donc qui était un ancien nazi, qui était interviewé par OSS 117 au Brésil là-bas, qui disait mais nous autres nazis quand notre sang coule n'est-il pas rouge? Donc il reprenait toute la grande tirade. Je m'étais dit quand même ils sont gros. J'avais honte, après je me disais quand même ils vont un peu loin. Mais c'est plus possible aujourd'hui ça. Ah, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses de possibles. Hein. Il y a plus beaucoup de choses. Même, vous avez un caricaturiste, personnellement, que j'ai jamais trouvé très, très, très drôle et qui était globalement très, très conforme, très, très conformiste, qui est le caricaturiste Xavier Gorce du Monde. Il a fait un dessin d'humour, un commentaire d'humour sur l'affaire Duhamel, qui a été interprété comme transphobe. Il a été viré, enfin il n'a pas été viré, son dessin a été censuré et on lui a fait comprendre qu'il ne ferait plus jamais carrière au Monde où il espérait prendre la succession de Plantu. Voilà. Et donc voilà quelqu'un qui était, moi que je trouvais d'ailleurs assez peu drôle parce que très conformiste. Mais là il s'est permis un petit écart, il s'est permis d'ironiser sur un père la vertu. Les transsexuels. Voilà, c'est quand même une variété assez rare. Eh bien, il a été accusé de transphobie et c'est terminé. Il est parti d'ailleurs, parti du Monde. C'est tout à fait étonnant. Donc, il faut faire ce que l'Institut des libertés essaye de faire, c'est-à-dire créer des endroits. J'en ai discuté récemment avec un garçon pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui s'appelle Bock-Côté, vous savez, qui est un type tout à fait remarquable. D'abord, il a un accent canadien charmant, et ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle Le multiculturalisme comme nouvelle religion, il y a 2 ans, qui était le résultat de sa thèse qu'il avait fait 4 ans avant, et qui explique tout ce qui se passe. C'est un livre absolument prodigieux. Bon. Et alors j'ai demandé ce qu'il fallait faire, et il m'a dit ce qu'il faut faire, c'est créer des endroits où on peut parler librement. Mais pas entre nous, mais où on invite aussi ceux qui ont perdu l'habitude de parler librement, c'est-à-dire ceux qui nous empêchent de parler. Et je me suis dit, cet homme a raison, dans le fond, ce qu'il faut, c'est devant cette espèce de chape de plomb qui nous tombe dessus, il faut créer des lieux de liberté, individuellement. C'est-à-dire on s'en sortira pas en essayant de changer la loi Pleven, on s'en sortira en faisant des milliers d'endroits en France où les gens s'expriment librement, et puis c'est tout, quoi. Et c'est pour ça que la fermeture des cafés est une très mauvaise idée. Parce que c'était un endroit où les Français s'exprimaient, les cafés, quand même. C'est peut-être pour ça qu'on les a fermés, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on les a fermés, d'ailleurs. Les restaurants, les cafés ont toujours été considérés, historiquement, comme des endroits dangereux par les pouvoirs. Donc, c'est pas forcément... Enfin, bon... c'est pas forcément tout à fait un hasard si le gouvernement, dans sa politique Covid, a maintenu ouvert les grandes surfaces commerciales, a maintenu le métro, a maintenu ouvert la distribution de repas par les grandes chaînes type McDo et autres qui utilisent des distributions à domicile, et en même temps, c'est très macronien, a interdit, fermer les cafés, fermer les bars, fermer les restaurants. Pendant un moment, maintenant, ils sont ouverts. Fermer les librairies, ça c'est quand même un choix très fort, et maintient de manière tout à fait étonnante fermer les musées, alors que les musées, à part peut-être quelques grands musées parisiens, il y a beaucoup moins de cohue que dans les grandes surfaces commerciales ou dans les transports publics. Et dans les musées parisiens, dans la mesure où il n'y a plus un touriste. Et dans les musées parisiens, je veux dire, on pourrait ouvrir Versailles et le Louvre et Orsay, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans la mesure où il n'y a pas les touristes. Et donc, c'est pas forcément... Alors, est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas surprenant et que ça ne gêne pas le pouvoir. Si ça gênait le pouvoir, je pense au pouvoir
au régime Macron, ce que j'appelle le régime Macron, si ça gênait le régime Macron, je pense qu'il procéderait autrement. Oui. Alors bon, on a fait un diagnostic, et je vais toujours arriver à ce que la deuxième question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne plie pas. On ne plie pas. On ne plie pas. On s'exprime. Quand on est victime d'une campagne de diabolisation, on ne s'excuse pas. On maintient. On transgresse le politiquement correct. On fait du Solzhenitsyn, quoi. Voilà, on ne plie pas. Et si vous voulez, c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui va être mis en cause pour la diabolisation, généralement, qui va être diabolisé parce qu'il aura déclaré telle ou telle chose sur les femmes, c'est la première chose qu'il fait, c'est sur les Noirs, sur les musulmans, sur, enfin que sais-je, les sujets sont infinis. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'excuse. Et très souvent, son entourage lui conseille de s'excuser. Lui dit « Ah, tu n'aurais pas dû dire ça, ou tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, excuse-toi ». Et alors il est mort. Parce qu'une fois qu'il s'est excusé, il a reconnu la supériorité morale de ses accusateurs. Il a reconnu que ceux qui l'avaient accusé, finalement, avaient eu raison. Et s'il résiste, et qu'il dit « Et alors ? Et alors ? Oui, j'ai dit cela, et j'ai eu raison de dire cela. » Non, je ne sais pas si on peut dire qu'il j'ai raison, mais j'ai le droit de le dire. Alors, j'ai le droit, à minima, j'ai le droit de le dire, mais il peut dire... Oui, j'ai eu raison de le dire pour telle ou telle raison. J'ai eu le droit de le dire et j'ai eu raison de le dire pour telle ou telle raison. Alors je cite un exemple dans l'ouvrage sur le manuel de lutte contre la diabolisation. Je cite un certain nombre d'exemples. Que vous devriez relire. Voilà, que je devrais avoir là pour le brandir et que je n'ai pas. Qui prouve que comme tous les hommes de droite, vous n'êtes pas organisé. Ben oui, non, là, j'ai pas. C'est-à-dire, ça part tellement que j'en avais plus dans le coffre de la voiture. Voilà. Mais j'espère qu'il pourra. On essaiera de le mettre en surimpression. Bon. Et donc, je cite un certain nombre d'exemples de gens qui ont résisté. Et un des exemples qui me paraît le plus intéressant, c'est un professeur de médecine de Lyon, Gilles Freyer, qui est le directeur de l'Institut de cancérologie, enfin qui a une position importante dans les hôpitaux de Lyon, et qui donnait des cours, des cours de culture générale aux étudiants en première année de médecine. Et dans son cours, il expliquait notamment que du point de vue génétique, il y avait des différences entre les hommes et les femmes, et qu'il y avait des différences entre les différentes populations, entre les Noirs et les Blancs, et que c'était intéressant en médecine de le savoir, puisque les maladies pour mieux les soigner pouvaient toucher plus ou moins certaines populations que d'autres. D'ailleurs, on le voit de manière expérimentale avec le Covid, par exemple, qui touche plus les hommes que les femmes. Et qui ne touche très peu les gens qui ont le sang haut. Voilà. Donc, c'est curieux quand même. Pourquoi oui, mais donc il y a des différences de population. Et donc, il dit que c'est intéressant à la fois par rapport au risque d'avoir telle ou telle maladie, et que c'est aussi intéressant par rapport aux médicaments, certains médicaments pouvant être plus efficaces pour les hommes que pour les femmes que pour les hommes, ou pouvant être plus efficaces pour certaines populations que sur d'autres. Donc il s'était placé sur un domaine où il initiait au fond les futurs étudiants en médecine à des réalités biologiques, et malgré tout la médecine, ça consiste aussi à traiter des réalités biologiques. Et l'extrême gauche a fait une campagne contre lui, les médias locaux ont fait une campagne contre lui, et l'inspection générale de l'éducation nationale a diligenté une enquête contre lui. Et tous ses amis, tous ses proches lui disaient excuse-toi, retire ce que tu as dit, voire démissionne de ton poste. Il y a toujours des gens qui peuvent penser à ça. Surtout ceux qui espèrent prendre la place. Sans doute ceux qui espèrent prendre la place. Et il n'a rien fait de tout ça. Il a maintenu ses positions. Il ne s'est pas excusé. Il a été blanchi par l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est toujours en place. Voilà. Il a tenu le choc. Mais c'est rare, si vous voulez.
c'est assez rare. C'est tellement facile de reculer. Ben, c'est facile, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire l'effort au début est faible. On se dit, ben, bon, ce cauchemar va s'éloigner. Mais en fait, il ne s'éloigne pas. Il reste. Et vous restez entaché toute votre vie. C'est ce que disait, encore une fois, je m'excuse, mais c'est ce que disait Bock-Côté dans cette interview, parce qu'elle m'a beaucoup impressionné, cette interview. C'est moi qui l'avais faite, mais c'est Bock-Côté qui m'a impressionné. Honnêtement, ce type est étonnant. Et alors, il disait, j'ai des gros problèmes avec un certain nombre de mes collègues, c'est un universitaire. Et voilà quel est le problème. C'est qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, Mathieu, tu as beaucoup de courage, je partage ton opinion. Mais je ne peux pas. Et alors, il leur dit, bon, vous partagez, vous pouvez pas, dans le fond, dire que vous êtes d'accord avec moi, et vous essayez de naviguer au plus près. Mais vous avez un problème si vous commencez à dire le contraire de la vérité. Absolument. Si vous ne dites rien, si vous ne défendez pas, vous êtes au moins vous. Mais à partir du moment où vous dites le contraire de la vérité, si vous dites une saloperie en sachant que c'est une saloperie pour garder votre place, à ce moment-là, c'est vous qui avez un problème et vous allez devenir schizophrène. Et je me suis dit que cet homme avait raison. Parfois, se taire est une solution de facilité, mais mentir, c'est autre chose. Et là, c'est une lâcheté. Mais si vous voulez, très souvent, effectivement, les gens prudents vont se taire. Et bon, quand ils se taisent, au fond, on peut dire que c'est leur liberté. Mais c'est généralement pas considéré comme suffisant par le camp du bien, qui va leur demander de prendre position. C'est-à-dire que la neutralité n'est pas durablement tenable. Et très souvent, ce qu'on voit, alors notamment chez les hommes politiques, mais c'est aussi ce qui est plus grave chez les universitaires. C'est pour ça que le en même temps, c'est une imbécilité. Vous savez, dans les évangiles, il y a marqué que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Absolument. Tout le reste vient du malin. Et donc, quelqu'un le président de la République actuelle, il passe un temps fou à essayer de ne pas prendre de décision en disant d'un côté de l'autre. Mais ça vient du malin. Parce qu'il y a la décision, c'est un monde binaire. La réflexion, c'est un monde compliqué. Mais la décision... Oui, alors, ceci étant, il y a quand même un double sens, parce que moi, je considère que le régime Macron, c'est le régime, effectivement, du en même temps, c'est l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire que d'un côté, on laisse faire beaucoup de choses, on laisse faire la délinquance, on laisse l'islamisation progresser, on laisse le voile islamique s'imposer dans les rues, le burkini dans les piscines, tout ça on le laisse faire. Ça c'est le côté anarcho. Et puis de l'autre côté il y a la tyrannie, ça c'est la répression pour les citoyens normaux, on va dire, comme on voit le fanatisme avec lequel on demande à la police, à la gendarmerie d'appliquer la dictature sanitaire, ou là aussi le fait de vouloir dissoudre l'association Génération Identitaire qui lutte contre l'immigration clandestine, alors qu'on subventionne les associations qui participent à organiser l'immigration clandestine. Donc on est vraiment dans le en même temps macronien. On va quand même beaucoup dans la mauvaise direction, et même presque exclusivement dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'on se sert de l'en même temps pour dire, dans le fond, ces deux populations, je les tiens à égale distance, mais dans la réalité, vous ne les tenez pas du tout à égale distance. C'est le deux poids, deux mesures absolu. C'est le deux poids, deux mesures. Il y a ceux que vous subventionnez, ceux que vous n'osez pas affronter, et ceux que vous matraquez. Oui, j'ai reçu ici Charles Pratt, 50 milliards ou 52 milliards de fraude, qu'il y ait 4 ou 5 millions de cartes vitales de plus que ce qu'il y a de Français, c'est à peu près, c'est plus que le budget de la défense. Oui. Et donc, je ne sais pas si on pouvait arrêter ces dépenses qui sont à l'évidence criminelles, ça permettrait une baisse des impôts généraux sur la population française. Mais on n'ose pas parce qu'on sait très bien qu'il les touche. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a très longtemps interdit, il faut reconnaître un grand mérite à Charles Prats, d'avoir réussi à faire émerger ce sujet. Ça, c'est vraiment un très très grand mérite, parce que très longtemps, c'est interdit. Moi, j'ai participé à beaucoup de débats depuis très très longtemps sur le coût de l'immigration. Pendant très longtemps, on vous a expliqué, il y a encore maintenant sans doute un certain nombre de pseudo-chercheurs qui vous expliquent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ce qui est quand même
tout à fait contraire à toutes les évidences, et que notamment le dossier de Charles Pratt sur la fraude sociale invalide complètement. Il a eu un grand mérite de pouvoir sortir cela du Il a beaucoup bossé. Du néant. Il a beaucoup bossé. C'est un gros travail. Il a trouvé des appuis parlementaires quand même, ce qui est bien. Beaucoup au Sénat et à la Chambre, des gens. Des parlementaires, en l'occurrence, qui ont vraiment fait leur boulot de contrôle. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ensuite, j'ai posé la question. Bon, on trouve ça, le dossier est prêt à la Cour des comptes, au Sénat, tout ça. Il y a tous les dossiers qui sont prêts. Ils arrivent à la chancellerie et là, rien ne se passe. C'est-à-dire que celui, vous savez, en raison de la séparation des pouvoirs, la ministre de la Justice a le monopole de la poursuite. Oui. La Chambre ne peut pas commencer à poursuivre. C'est la justice qui a le monopole de la poursuite. Eh ben, on décide s'y cruler, il n'y a rien à voir. Et donc, ça aussi, c'est très curieux. Parce que ce sont des crimes. Si vous voulez, ça, c'est aussi un élément de la narco-tyrannie. C'est-à-dire que la justice décide de classer ce qu'elle devrait poursuivre et décide souvent de poursuivre ce qu'elle devrait classer. Car on le voit aussi dans l'affaire des squats. Alors, les squatteurs sont globalement protégés par les décisions de justice, alors que si le squatté décide de se faire justice lui-même, là, la justice le poursuit. Et donc, il y a vraiment... ça aussi, c'est un élément de ce que j'appelle la narco-tyrannie. C'est-à-dire que la justice est rendue au nom du peuple. Et contre le peuple. Et contre le peuple, ce qui est quand même curieux, non ? Il me semble qu'ils ont un petit problème de... D'abord, il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est que des juges puissent être syndiqués, mais enfin ça c'est un détail. Ce que je veux dire, c'est que le syndicalisme des juges, ça me paraît une histoire de fou. Oui, et puis si vous voulez, ce qui est grave chez les juges, c'est que l'orientation des affaires. Si vous voulez, par exemple, là je parle des juges administratifs et non pas des juges judiciaires, mais au Conseil d'État, toutes les affaires d'immigration seront traitées par des immigrationnistes. C'est eux qui prennent les dossiers. C'est eux à qui on donne les dossiers. Et donc, c'est eux dont les décisions sont présentées de manière majorative par les médias. Et c'est eux qui ensuite font la jurisprudence qui s'appliquera. Et ensuite, c'est eux qui font la jurisprudence qui s'appliquera, absolument. Alors que... et donc, ce que vous et moi, on est en train de dire, c'est que dans le fond, dans nos esprits, depuis toujours, le souverain est le peuple. Mais oui, le souverain est le peuple, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Non, et donc, on est en train de remplacer... Et donc, le peuple était censé s'exprimer dans ses voix, dans ses votes, et ces décisions étaient quelque part des décisions qui étaient souveraines. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que partout, on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté du peuple par le pouvoir des tribunaux. Oui, alors, il y a eu en fait, la Constitution française, on croit qu'elle date de 1958, c'est inexact. Elle date de 1971, quand il y a eu un coup d'État du Conseil constitutionnel qui a décidé ce que De Gaulle ne voulait absolument pas. Il était terrifié par le pouvoir des juges. Enfin, il était terrifié par le pouvoir des juges. Il disait d'ailleurs, il n'y a qu'un souverain, c'est le peuple. Hein. La Cour suprême, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Ça, c'est tout à fait, effectivement, gaulliste. Et il avait refusé en 1958 que le Conseil constitutionnel s'occupe du fond de la loi. Il voulait que le Conseil constitutionnel n'ait qu'un rôle formel. Et en 1971, le Conseil constitutionnel a décidé de contrôler le fond d'une loi et a décidé, en fonction de l'interprétation de principes un peu généraux, que telle loi n'était plus valide. Et depuis... et c'était sous Pompidou. Sous Pompidou. Mais Pompidou en a été la victime. Si vous voulez, l'histoire est assez amusante, puisque le président du Conseil constitutionnel était un gaulliste. C'était un gaulliste qui, comme beaucoup de gaullistes, détestait Pompidou. Et donc, pour embêter Pompidou, c'est la petite histoire au service de la grande... Au service, ou contre la grande histoire. Et pour embêter Pompidou, il a censuré une loi de Pompidou en élargissant le pouvoir du Conseil constitutionnel. Ça se rend compte du désastre qu'il crée. Et en créant un désastre. Voilà, c'était Gaston Palecki, on peut le citer. Voilà, grand gaulliste, grand tueur du gaullisme. Et puis après, dans la foulée, le Conseil d'État, la Cour de cassation ont aussi étendu leur et maintenant, on a poussé une partie de notre souveraineté aussi vers des cours de justice
à l'extérieur. Et il y a les cours de justice, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui est absolument une monstruosité. Une monstruosité qui elle-même inspire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Mais ça, ils aiment beaucoup se parler entre eux. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est celui qui, un jour, prendra le pouvoir appuyé sur le peuple. S'il y en a jamais qui revient chez nous, ça viendra peut-être un jour, on peut l'espérer. La première des choses qu'il doit supprimer, c'est le Conseil constitutionnel. Absolument. C'est le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le Conseil constitutionnel par le référendum d'initiative populaire. Absolument. Ah ben ça change le... Et pour être tout à fait complet, il faut rétablir le pluralisme dans les médias. Interdire et interdire aux réseaux sociaux de prononcer des actes de censure. Mais... Ce que fait d'ailleurs, ce que la Pologne vient de décider. Est-ce que la Floride est en train de décider Ah, peut-être la Floride. Le gouverneur de Floride a dit, écoutez, ce que vous avez fait à Trump, c'est complètement inadmissible. Et donc, vous n'avez pas le droit de censurer des hommes politiques. C'est fini. En tout cas, en Floride, ça... Parce que la façon dont ça s'est passé il y a longtemps aux États-Unis, au moment du début de ces GAFA, c'est qu'ils ont dit, écoutez, nous, on est comme le papier sur lequel on écrit. Oui, absolument. Et donc, on n'a pas de ligne directrice. Voyez, on met tout dessus, et puis chacun se dépatouille, il cherche sa vérité. Et puis, depuis 3-4 ans, ils ont une ligne directrice, et donc, c'est plus du papier, c'est un journal. Et à ce moment-là, on devrait avoir le droit de les attaquer en justice. Mais ils sont protégés par une loi qui protégeait les fabricants de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais là, ils sont dans une contradiction inimaginable. Ils sont passés d'un système qu'on appelait la neutralité du net, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la feuille de papier, c'est le canal dans lequel on envoie des informations, on n'est pas responsable des informations qui circulent. La neutralité du net a ce qu'ils appellent la responsabilité du net, c'est-à-dire la responsabilité de publier ou de ne pas publier en fonction de ce qui est bien et mal, c'est-à-dire qu'il se place en position de décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est un changement complet de paradigme en 4 ans, en fait, à la suite de l'élection de Trump et du Brexit, et de la diabolisation de Trump et de la diabolisation du Brexit. La diabolisation est l'arme qui permet de préparer la censure. C'est-à-dire que la censure, c'est un acte grave, mais si c'est contre le diable, bah oui, on comprend bien qu'il faut censurer. Mais je n'ai jamais connu une censure dans l'histoire qui n'ait été appuyée sur le fait que ceux qui n'étaient pas d'accord étaient diaboliques. Ce que je veux dire, c'est même la définition. Et encore une fois, je vais peut-être dire quelque chose qui va suivre, le diable a le droit de parler aussi. Il n'y a pas de raison. Les mauvaises idées... Là, il a droit à un avocat. Il a droit à un avocat, mais il a le droit de parler. Mais les mauvaises idées doivent être exposées à la concurrence pour que tout le monde se rende compte qu'elles sont mauvaises. Bien sûr. Sinon, on ne peut pas savoir. Sinon, on ne peut pas savoir. On ne les a pas exposées à la concurrence. Bien sûr. Donc, cette idée que, dans le fond, une certaine forme de censure est tolérable, c'est un peu comme de dire, si vous voulez, qu'on peut être à moitié enceinte, quoi. On sait comment ça commence, ces trucs-là, mais on sait qu'en général, 9 mois après, il y a un petit, quoi. Donc, tout ça, c'est une énorme hypocrisie, et c'est un énorme manque de culture historique, parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de censurer les gens, au nom du bien. Non, non, absolument. Mais si vous voulez, là, ce qui est assez étonnant, c'est la bonne conscience des censeurs. Vous me direz, historiquement, ça a toujours été le cas. C'est la bonne conscience des censeurs, puisqu'on censure au nom du bien, contre le diable. Bah oui, c'est même anormal de ne pas le faire. C'est qu'il y a quelque chose chez vous qui ne va pas, quoi. Si vous n'acceptez pas de censurer les méchants, c'est que vous en êtes probablement un. Oui, par contagion. Par contagion. La diabolisation, c'est un phénomène qui se fait par contagion. Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre dans la lutte contre la diabolisation, c'est que ça ne sert à rien de diaboliser le voisin. Vous savez, des gens, ils vont être diabolisés parce qu'ils ont pris telle ou telle position, et ils vont croire habiles de se défendre en disant « oui, mais
écoutez, non, moi j'ai dit ça, mais regardez ce qu'a dit l'autre à côté, c'est pire. Et là, je suis en désaccord total avec l'autre à côté qui est pire. Ils envoient une lettre à la Gestapo, quoi. Pratiquement. Et en fait, en croyant, en faisant cela, ils ne se dédiabolisent pas. Ils renforcent la diabolisation. Puisqu'ils reconnaissent la légitimité de la diabolisation, ils participent de leur diabolisation de leurs voisins, et par contagion, le voisin les diabolise. Donc, il ne faut, à partir du moment où on est exposé à la diabolisation, il ne faut pas participer de la diabolisation des autres. On n'est pas forcément d'accord avec ce que disent les autres. Mais c'est pas le problème. Mais c'est ce que vous avez dit, il ne faut pas leur tirer dans le dos, il ne faut pas les désavouer. Ils ont dit ça, bon bah très bien, ils ont dit ça. C'est leur affaire, c'est leur droit, c'est pas mon problème. Par contre, quand on participe de la diabolisation du voisin, on participe de sa propre diabolisation. Mais et surtout, on renforce la diabolisation. Beaucoup de diabolisés ne comprennent pas cela. Oui. Ça me rappelle beaucoup le rugby, tout ça, si vous voulez. C'est que, dans le fond, la politique, c'est un sport de combat, quoi. Et en rugby, on dit toujours qu'il y a des gens, j'en ai connu, qui ont des épaules de serpent. C'est-à-dire que quand ça commence à chauffer, on les voit plus, quoi. Dans le fond, ceux qui dénoncent les autres en espérant que ça leur permettra de s'en sortir, eux, ils ont des épaules de serpent, quoi. Ouais. Mais ils seront plaqués au sol aussi. Oh, ils seront ratatinés, ce sera les premiers. Et en plus, l'équipe adverse les méprisera. Oui, absolument. Tandis que si vous résistez et que vous mourrez noblement, ben, au moins ils diront... Mais non seulement quand vous résistez, si vous mourrez noblement, mais vous avez des chances de ne pas mourir. Oui, parce que vous faites peur. Exactement, alors que si vous vous soumettez à la doxa dominante, vous êtes piétiné. Et on vous en demandera toujours plus. On vous demandera des preuves supplémentaires de votre lâcheté. Et une fois qu'on s'engage dans ça, c'est très difficile de... C'est fini. Infini. C'est infini. C'est très... Ben écoutez, vous êtes un vivant exemple du fait qu'il ne faut pas se coucher. Je trouve ça très bien que vous soyez venu. Ben, je vous remercie de cet espace de liberté. Ben oui, c'est... et encore une fois, ce que je dis aux gens quand on me demande un petit peu, parce que j'ai un vieux fond de chrétienté qui traîne quand même, de catholicisme, je dis dans le fond, quand vous lisez les évangiles, il n'y a que deux choses qui ressortent. La première, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il s'en fout de syndicats, des gauches, des droites. Il a un projet pour vous et il veut que vous le portiez au fruit. Vous ne savez pas ce que c'est au départ. Hein? Et la deuxième, c'est que tous ceux qui prennent des risques dans leur vie, dans les évangiles, sont toujours pardonnés. Le fils prodigue, la femme adultère, oui, c'est toujours ceux qui ont fait des conneries, quoi. C'est toutes, mais qui ont pris des risques. Et les rentiers, ceux qui prennent pas de risques, ils vont toujours en enfer. Donc, si je comprends bien, vous êtes un bon chrétien parce que, vous pensez par vous-même. Ça, je ne suis pas sûr de votre affirmation. Enfin, j'essaye de penser par moi-même, oui. Vous essayez de penser par vous-même. Et deux, vous prenez des risques. Intellectuels, vous avez pris des risques toute votre vie. Oui. Et ben, qui sont quand même relatifs par rapport à ceux de 39-45, ça c'est de 39-45 ou de 14-18. Voilà, tout à fait, c'est des voilà. esprits. Mais un homme comme Renaud Camus prend des risques, il se retrouve isolé dans le Gers, quoi. Oui, oui, tout à fait, non, bien sûr. Donc, s'il faut l'esprit de l'Institut des libertés, c'est penser par vous-même et prenez des risques, et vous verrez comme la vie est belle, quoi. La vie est belle. La vie est belle, c'est ça. Faut pas être pessimiste. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent,
collectionneur et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.